Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel pour apprendre à scripter sur Tabletop Simulator en Lua. Aujourd'hui on va voir les tests de conditions. Donc ça va nous servir énormément en utilisant des boucles pour par exemple trouver des objets dans un paquet ou dans un conteneur ou bien tester le nombre de joueurs présents et agir en fonction. Donc là par exemple on va voir une fonction qui va distribuer les cartes sur la table et faire des choses comme piocher des cartes en fonction du nombre de joueurs. Et on va aussi faire une fonction qui va piocher une reine, c'est-à-dire qui va parcourir le paquet et trouver spécifiquement des cartes qui s'appellent reines. Donc voilà. Donc pour commencer, on va passer sur le code. Et donc j'ai déjà commencé à coder des choses qu'on a vues dans les leçons précédentes. Donc ici nous avons un bouton, en fait deux boutons, les boutons qu'on a vus sur la vidéo, donc un pour installation, un pour piocher la reine. Et donc ici j'ai fait une légère modification par rapport aux vidéos d'avant, c'est pour vous montrer une nouvelle chose qu'on voit dans la plupart des modules scriptés, c'est qu'on déclare les guides avant la création, la déclaration des objets. Voilà, donc ça on le voit souvent. Honnêtement, ça ne va pas changer grand-chose. Moi, j'ai tendance à ne pas le faire, à mettre directement le guide ici dans la déclaration de l'objet. L'avantage, c'est que si jamais on doit instancier ou tester l'objet plusieurs fois, comme on va le faire aujourd'hui, on va tester les objets, donc je vais vous montrer ce que c'est. Eh bien, en fait, il est préférable de passer par cette méthode-là, de déclarer avant les guides et puis de les utiliser dans des objets, mais c'est pour déclarer les objets, mais c'est vraiment pas indispensable. Donc très bien. Donc on va commencer par la première fonction, celle qui va faire une mise en place avec des conditions. Donc pour ça, je vais faire la fonction setupLayer. Donc c'est parti. Elle s'appelle setupLayer. Et je vais refaire ce qu'on avait fait dans une vidéo d'avant. Donc on reprend souvent les mêmes choses qui reviennent d'un mode à l'autre. Donc je vais déclarer NB card to deal, c'est-à-dire un nombre de cartes à distribuer en fonction du nombre de joueurs, d'accord? Donc ça, je le reprends d'une vidéo précédente. Donc c'est toujours la même chose. On distribue un nombre de cartes qui dépend du nombre de joueurs. Donc ici, ce sera 4 cartes si on est tout seul sur la table. Et ensuite, je vais faire une condition. Donc les conditions, ça s'écrit comme ça. Ça s'écrit toujours sous la forme si la condition attestée, alors. Donc ça, c'est la forme la plus basique. Ici, par exemple, on va créer une règle qui dit que si le nombre de joueurs est inférieur à 3, donc if nbPlayer est inférieur ou égal, donc ça s'écrit comme ceci, inférieur ou égal, alors, eh bien, on va distribuer, on va défausser 5 cartes du paquet. Donc, si cette condition est vérifiée, alors le code qui sera dans ce bloc-là sera exécuté. Sinon, eh bien, le code va passer à la suite, il va passer directement ici. Ok? Par exemple, je vais juste faire un petit print. Par exemple, je mets OK. Si le nombre de joueurs est inférieur à 3, je mets OK. Et on va voir si ça marche. Donc je lance mon code. Et on voit bien le petit OK qui s'inscrit ici. D'accord? Et les quatre cartes qui sont distribuées. Donc très bien. Donc ici, ce que je vais faire, c'est une boucle pour tout simplement défausser 3 fois la carte et la disposer à côté du paquet. Donc ça, c'est une fonction qu'on avait vue également dans la vidéo précédente. Donc je ne vais pas utiliser une boucle hyper comme ici j'ai failli le faire. Je vais juste utiliser une boucle simple de i égale 1 à 5. Voilà, pour défausser 5 cartes. Et je vais créer une fonction qui va s'appeler draw card from deck. Et donc là j'en profite pour vous montrer une fonction qui va prendre un paramètre, c'est-à-dire qui va demander depuis quel deck on va prendre ces cartes. D'accord? Donc ici ça sera du deck 1. On veut que ça soit ce deck là qui soit pioché. Allez, on y va. Donc on va créer cette fonction. Donc ça devrait être assez rapide. Et je vais reprendre du code qu'on a fait à la vidéo précédente. Donc là, vous devriez la reconnaître. Ok? Donc je vais créer des paramètres, toujours en local, pour que ça reste dans le cadre de la fonction, de l'exécution de la fonction. La position, ça sera... ah oui, je l'ai décomposé. Oui, j'aurais pu faire directement comme ça, en fait. Voilà. Donc la position, ça sera celle du deck en question.
Donc ici, dans les paramètres, je vais mettre bien sûr le deck que je vais reprendre ici. Ok. Donc ça, c'est le nom qu'on donne à la variable qu'on va recevoir en paramètre. Ok. Ici, je l'appelle en disant cette variable, ce paramètre-là, c'est deck1. Donc pour lui, il va agir sur deck1. D'accord? Et ici aussi. Donc là, je prends une carte à chaque fois. Donc ça va l'exécuter 5 fois si le nombre de joueurs est inférieur ou égal à 3, ce qui est le cas. Voilà, il y a 5 cartes qui ont été défaussées. Ce que je vais rajouter, c'est par exemple un petit message. Je vais compléter en fait cette condition-là, ok, ce test-là. Donc je vous ai montré comment on écrivait inférieur ou égal. Donc il faut connaître en fait tous les tests logiques. Donc on a inférieur, strictement inférieur. On a évidemment supérieur, le chevron. Si on veut écrire supérieur ou égal, ben on l'écrit dans l'ordre dans lequel on le dit. C'est supérieur ou égal. Ok? Si on veut tester l'égalité, eh ben on va écrire, il faut prendre l'habitude d'écrire ça, égal égal. D'accord? Donc pourquoi on écrit égal égal et pas égal? C'est parce qu'ici, c'est un test d'égalité. On n'est pas en train de définir, d'attribuer une valeur à une variable. Si on fait ça, ça veut dire que nombre de players égale 3. C'est pas ce qu'on veut. Et en plus, ça va planter. Donc on veut tester une égalité et ça s'écrit comme ça. D'accord. Ok, je reviens à ma condition initiale. Et puis on va imaginer que je vais créer un petit message qui va être utilisé. Alors ça, c'est pas une bonne pratique, hein. Enfin c'est juste pour un exemple, hein. Ont été défaussés, voilà. Et je vais diffuser ce message à la fin à tout le monde. Donc je ne sais pas si je vous ai déjà montré cette fonction-là, la fonction broadcast to all. Donc on va aller la voir dans l'API. Alors broadcast to all. Elle est ici. Donc ça, elle sert à diffuser un message à tout le monde. Et on nous dit, un argument, donner le message et la couleur. Ok. Et cet argument-là n'est pas obligatoire. Donc ça, c'est pas précisé, mais il n'est pas obligatoire. Et pour la petite histoire, vous pouvez aussi faire un broadcast to color, c'est-à-dire c'est le même message qui sera diffusé au milieu de l'écran, mais à une seule personne. Donc là, on mettra le message, la couleur du joueur à qui l'a envoyé, et la couleur dans laquelle le message sera écrit. Ok. Donc on revient là-dessus, broadcast to all, et eh bien là on mettra tout simplement message, et je veux qu'il soit écrit en vert. Voilà. Donc là si je lance, ça va bien m'écrire 5 cartes ont été défaussées en vert. Ok. Voilà, donc on peut compléter cette condition là, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est-à-dire que if, donc si le nombre de joueurs est inférieur à 3, mais on veut aussi pouvoir élaborer un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on peut ajouter d'autres conditions derrière, qu'on écrira sinon si. Donc ça s'écrit littéralement else if. Et de la même façon, il faut le compléter avec un alors, avec then. Ok. Donc là, on peut imaginer par exemple si le nombre de joueurs, NB player, est inférieur ou égal à 5 par exemple. Voilà. Pardon. Donc voilà. On peut compléter ceci. Donc ici, ça n'a pas marché puisqu'on est tout seul. Et je vais mettre un message alternatif. Ok. Donc ici, message égal. Aucune carte n'a été piochée. A été défaussée plutôt. Donc vous voyez en fait, dans cette condition on défausse, on écrit le message, et ici on ne fait que écrire un message. Donc aucune carte n'a été défaussée. Et on peut également rajouter une infinité de conditions comme ça, donc c'est pas forcément très pratique. Mais on peut aussi, alors ça c'est souvent important, mais c'est pas indispensable, on peut finir par un else. Donc là il n'y a pas de then, hein. Else ça veut dire que si toutes les conditions précédentes, parmi toutes les conditions présentes, aucune n'a été vérifiée, alors ça c'est vraiment la condition de refuge par défaut si jamais aucune n'a été vérifiée. Donc ici je mets rien du tout. Voilà. Donc ça, si je le teste, ça va rien changer puisque on est toujours inférieur à 3 joueurs, mais du coup voilà, vous avez un peu la structure des conditions. Ok. Donc voilà pour une première chose. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est quelque chose d'utile par contre. C'est imaginons que, ce qui va arriver souvent, un paquet n'existe plus. Soit parce qu'il a été vidé durant la partie, soit parce qu'il a été rangé dans un sac,
il n'existe plus sur la table. Ok. Donc si on fait, voilà, si par exemple je supprime le paquet et que je fais ça, ça va forcément me renvoyer une erreur. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer que toutes les erreurs ne sont pas pointées. C'est-à-dire parfois on va vous dire telle ligne, il y a telle erreur, et là enfin on voit un exemple d'erreur qui n'est pas pointée, donc ça c'est plus compliqué quand c'est comme ça. Il faut un peu y aller, il faut explorer petit à petit dans son code, essayer de trouver l'origine de l'erreur. Donc moi ce que je conseille quand c'est comme ça, par exemple on ne sait pas pourquoi il y a une erreur, eh ben, c'est de mettre des petits repères. Enfin ça c'est une solution un peu de facilité, mais moi je trouve qu'elle est bien pratique. C'est qu'on va par exemple mettre des petits prints ici pour dire 0,1 par exemple, on se fait des petits repères et on regarde où est-ce que la fonction va planter. Par exemple j'en mets un ici. Voilà, ça c'est juste pour vous montrer une petite technique qui est très courante, hein. Donc là on voit que les deux prints sont effectués. Et s'il n'y a plus de paquet, on voit que le 0,1 a marché, mais pas le 0,2. Donc on peut déduire qu'en fait l'erreur se situe entre 0,1 et 0,2 ici. Et donc pour aller plus loin, on pourrait même décomposer, c'est-à-dire entre chaque ligne mettre un print et comme ça isoler la ligne précisément. Voilà. Donc pour en revenir à un autre sujet, je voulais ici rajouter une condition, éviter de planter si le deck est absent. Donc on peut tester la présence d'un objet. Donc pour ça, on va repasser par une condition if et on va tester si l'objet existe. Donc pour ça, en fait, on va, je vous souvenez de cette fonction de base qui est getObjectFromGuide. Eh bien, cet objet renvoie, cette fonction renvoie quelque chose. Donc elle renvoie un objet, d'accord? Donc on peut tester ce qu'elle renvoie, c'est-à-dire l'objet est-il présent ou pas. Donc pour ça, je vais écrire getObjectFromGuide. Voilà. Donc là, on voit un exemple d'utilité de déclarer les guides des objets ici, à ce niveau-là. Sinon, on aurait été obligé de recopier le guide, blablabla, et c'est pas forcément évident quand on relit son code, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Donc là, voilà. Je vais tester si le deck existe, et si oui, alors je fais ceci. D'accord? Donc alors pourquoi il n'y a écrit que ça? En fait, ce qui est vraiment écrit derrière, c'est un test d'égalité égale true. Donc là, c'est un petit concept à comprendre. True et false, c'est une variable de type booléen, comme on dit, qui ne peut prendre que deux valeurs, 1 ou 0, true ou false. Si quelque chose est absent, c'est la valeur false. Si quelque chose est présent, c'est la valeur true. Okay, ou de même, si quelque chose est égal à 0, c'est false. Donc là, on teste si l'objet est présent, mais dans ce cas-là, quand on veut tester true, on peut tout simplement écrire comme ça. Là, ça veut dire est-ce que l'objet existe bien. Donc là, je vais lancer, et je vais faire ma fonction, et on voit bien que ça a défaussé les 5 cartes. Si jamais je supprime ça, hop, vous voyez, il y a toujours le message qui a été... bon, ça, il faudrait le régler normalement, il ne faudrait pas l'afficher. Mais au moins, il n'y a plus ce bug, et je peux voilà, abuser des boutons qui vont piocher par erreur si je fais les bonnes petits tests de conditions ici. D'accord? Très bien. Une autre façon de faire un peu plus tordue, donc ça c'est pour vous montrer qu'il y a plusieurs façons d'écrire les choses. Eh bien je vais tester si cette condition est fausse, et sinon, je vais piocher la carte. Alors si elle est fausse, on peut l'écrire aussi not, si elle n'est pas vérifiée. Donc ça peut un peu retourner le cerveau au début, mais en gros c'est si ça n'est pas vrai. Ok? Donc à ce moment-là, ce que je peux faire, c'est interrompre la fonction. Et pour interrompre une fonction, on utilise l'instruction return. Ok? Donc ça veut dire je retourne un résultat, mais on peut aussi l'utiliser artificiellement. Disons que ce n'est pas la bonne façon de l'utiliser, mais on peut l'utiliser pour interrompre une fonction. Donc là, la fonction là ne va pas se dérouler, ne va pas avoir lieu si elle va s'arrêter ici en fait s'il n'y a pas de paquet. Donc je vais, voilà, si un paquet tout va bien. S'il n'y a pas de paquet, voilà, elle ne s'est pas exécutée. Ok. Donc voilà, idéalement pour faire ce genre de choses, il aurait fallu que le message, je le combine à ceci pour qu'il ne s'affiche pas s'il n'y a pas le paquet. J'aurais dû mettre ce test de paquet plutôt ici en fait, ok, avant la boucle. Mais bon, là c'était vraiment pour la clarté, pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là vous avez un petit aperçu
des tests de conditions. J'avoue que ça, je l'utilise pratiquement jamais. C'est surtout, voilà, je l'utilise plutôt dans ce sens-là. Mais c'est un peu plus logique, ça fait moins de travail en plus. Voilà. Donc ça, c'est assez utile de tester des objets. Ok. Donc maintenant, il va nous rester une dernière étape qui va être un peu plus compliquée, un peu plus corsée. Ça va être celle de piocher une reine. On veut que, alors je vais relancer la partie. Hop là. Je vais relancer la partie. On veut qu'en cliquant sur ce bouton, donc ça va pas marcher hein, pour l'instant, ça aille chercher dans le deck une reine. Donc comment on fait pour faire ça? Donc je vais vous montrer une première façon, et dans des vidéos prochaines, on ira un peu plus loin en utilisant des méthodes un peu plus, on va dire, un peu plus poussées et qui sont beaucoup plus performantes en fait. Ici, j'ai tout simplement, vous voyez, dans mon paquet, j'ai tout simplement pris des cartes que j'ai nommées. Donc j'ai changé leur nom, je les ai appelées reines en minuscules. Et donc les 4 reines, je les ai nommées. Ok. Dans une vidéo prochaine, on verra comment on utilise les tags. C'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus efficace d'utiliser les tags parce qu'on peut les combiner. Donc là, je me suis amusé à taguer toutes les cartes. Hein. Si vous voulez vous entraîner avec ce paquet, vous pourrez utiliser les tags. Ok, on verra ça au cours prochain. Donc ben, c'est parti. Donc je vais nommer cette fonction pick queen from deck 1. Voilà, et on va y aller. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, on va voir une nouvelle fonction. C'est une fonction qui va de pair avec le test de condition. On va récupérer toutes les cartes du paquet, ok? Ça va être un tableau qui va nous être envoyé. Ça marche également sur des sacs. Donc tout ce qui est conteneur, on va pouvoir explorer le contenu sous forme de table. Et ensuite, on va parcourir cette table à l'aide d'une boucle hyper, ok? Et on va tester des conditions. Est-ce que cette carte est une reine? Non. Ok, suivante. Est-ce que cette carte est une règle? Oui, alors on la prend. Une reine? Oui, alors on la prend. Allez, on va faire ça. Donc première chose à faire, ça va être de sauvegarder l'inventaire des cartes dans une variable. Donc ici, j'écris local card égale deck 1 point getObject. Donc la fonction getObject, on va aller la voir, celle-là elle est fondamentale. Elle ressemble à getObject from Git. Retourne une table avec tous les objets. Ok. Donc là, si je l'utilise sur un objet conteneur, ça va retourner les objets du conteneur. On peut aussi faire getAllObjects. Alors ça retourne tous les objets présents sur la table. Ça peut être aussi pratique. Ok. Voilà. Donc ça retourne une table. Très bien. Donc moi, j'aimerais la rendre un peu plus générique, comme tout à l'heure. Donc je vais la changer. Plutôt que de dire va chercher une reine dans un deck 1, va chercher une reine dans n'importe quel deck. Et le deck, je vais comment dire, je vais l'appeler en argument de la fonction. Donc ça, j'essaierai de vous le rappeler plus tard. Mais on a vu qu'il est impossible de passer un argument ici, puisqu'on écrit le nom de la fonction sous forme de chaîne de caractères. Donc ça, c'est un petit problème. Et je vais vous montrer un moyen de le contourner très facilement, en fait. Bon, c'est une astuce. Je pense qu'il y a mieux. Mais personnellement, je m'en fiche, ça marche très très bien. Bien ici, je fais une fonction intermédiaire. Et je fais appel à cette fonction-là. Et je mets deck 1. Ok. Donc là, si je veux par exemple voir si ça marche, je fais OK. Juste pour voir s'il y a la connexion qui est faite. Si j'ai pas fait une faute de frappe. Voilà, le petit OK s'affiche. Donc ce petit système là, bon, moi je vous le recommande quand, voilà, quand vous voulez pas faire quelque chose de très compliqué. Souvent ça permet de faire plusieurs fonctions, 5-10 fonctions qui vont converger vers la même à partir de boutons. D'accord? C'est une astuce pour contourner ce problème là. Allez, on revient au sujet. Donc là, je fais l'inventaire de mes objets. Ensuite, je vais parcourir cet inventaire. Donc, je vais faire for. Et donc là, c'est une boucle hyper, puisque c'est une table normale. C'est un tableau avec des lignes. Il n'y a pas d'index particulier alphabétique. C'est des lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je vais la parcourir. Donc ici, il ne faut pas que j'oublie de l'appeler, comme j'ai fait une vidéo précédente. Donc là, je sais que chaque ligne, ça sera le numéro d'index. Et ici, ça va être un objet. Ok? Donc c'est pas vraiment un objet, c'est une ligne d'une table qui décrit un objet.
Ok. Et donc là, je pense qu'il faut que je vous montre, si j'arrive à le retrouver, qu'est-ce qu'on peut récupérer de ces objets dans les conteneurs. Alors, est-ce que je vais arriver à le trouver? Sinon, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Parce que là, c'est juste un premier exemple. Je crois que je l'avais. Bon, écoutez, je vais pas chercher. Je vais pas chercher. En plus, il y a énormément d'exemples. Ok, bon, je vous le montrerai. De toute façon, la vidéo prochaine, on ira un peu plus loin sur ce point-là. Très bien. Donc là, en fait, je vous donne directement la solution. On va tester le nom de l'objet. D'accord? Si le nom égale ren, alors on fait ceci. Donc on va faire une condition if. Donc pour chaque objet qui va être inventorié dans ce paquet de cartes, alors je teste son nom. Ok? Donc ça va être object, point. Donc on ouvre le tiroir, c'est le langage orienté objet. On prend un des attributs de cet objet, et il y en a plein, c'est ça que je voulais vous montrer. Il y en a un qui s'appelle name, égal. Et là, ben, ça sera ren. Alors, eh bien, c'est parti. On va faire comme d'habitude. On va utiliser la fonction takeObject. Donc, local params. Ok, on commence à mettre les paramètres. On va remplir code de frappe. Position. Donc là, on va utiliser le même principe. Hein. Voilà. La rotation, ça sera pareil. Et takeObject, ça sera pareil. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? On va essayer. Donc là, si l'objet était une reine, on pioche et on regarde ce qui se produit. Oups. Qu'est-ce qui se passe? Donc on a 4 cartes et on a 4 cartes qui ne sont pas des reines. Ok? Donc c'est pas moi qui ai mal écrit le nom. C'est voilà. Pourtant tout ça c'est très logique. Le premier problème, c'est qu'on ne lui dit pas arrête-toi. C'est qu'il va faire tout le paquet de cartes et chaque fois qu'il y a une reine, qu'il trouve une reine, il pioche. Le deuxième problème, c'est qu'il pioche. C'est-à-dire qu'il va tout simplement prendre la carte du dessus et la piocher. Ce qui nous manque, c'est quelque chose qui va pointer précisément cette carte-là, cette carte-là, cette carte-là, etc. D'accord? Et donc pour ça, on va simplement utiliser l'attribut guide. Il y a deux façons de le faire. Soit on va chercher le guide de la carte en question, soit on va chercher l'index, c'est-à-dire quelle place a l'objet dans le tas. Est-ce que c'est le premier, deuxième, troisième objet, etc., etc. On peut lui fournir soit le guide, soit l'index, et avec les deux, il s'en sortira très bien. Donc en fait, si on revient sur takeObject, on voit que j'utilise d'habitude position, rotation, point barre. Voilà. Mais il y a plein d'autres paramètres qu'on peut utiliser qui sont facultatifs. Flip, qui veut dire, est-ce que vous voulez retourner la carte? Bon, moi c'est vrai que je n'utilise pas, mais ça pourrait être pratique. Plutôt que rotation, en fait, vous mettez simplement flip true, ok, flip égale true, et ça va flipper la carte, ça va la mettre du côté visible. Ok, c'est pas mal. Donc ça, je l'utilise jamais, honnêtement, je ne sais même pas à quoi ça sert. Donc guide, on voit qu'on peut utiliser le guide du paquet, donc du guide de l'objet, donc on y va. Et là, je complète un autre paramètre, params.guide, et donc il faut bien récupérer le guide de l'objet. Ok. Donc ça sort pas de nulle part. Il faut être au courant que cet objet, on peut extraire son guide et que ça s'écrit comme ça, pas en majuscule, etc. Ok. Donc ça, je vous le montrerai dans la vidéo prochaine. On va y aller par étapes. Donc je récupère le guide de l'objet. Et donc là, avec tous ces paramètres, normalement, il va nous récupérer une reine. Donc les 4 reines. On va faire tout d'un coup. On va faire par étapes. Donc les 4 reines ont bien été récupérées. Maintenant, on va s'attaquer au problème de on n'en veut qu'une. Ok. Donc pour ça, on va tout simplement utiliser l'instruction break. Je crois que je vous l'ai déjà montré. Break, en fait, va à la manière de return qui va mettre fin à une fonction. Elle va interrompre la fonction entière. Break, en fait, va interrompre le bloc de code dans lequel il est. C'est-à-dire la boucle, en fait, plus précisément. Donc il va aller repérer la boucle parente, c'est-à-dire celle-ci, et il va l'interrompre. Donc dès que on trouve une reine, la boucle s'arrête. Et on passe à cet endroit-là du code, c'est-à-dire à la fin. On y va. Et voilà. Donc ça,
c'est une fonction. Ce schéma-là, c'est quelque chose que vous allez utiliser dans absolument tous vos modes. Pour les mises en place, ça va être très pratique en fait. Vous allez tout le temps vous en servir. Donc là, on a fait le tour sur la leçon d'aujourd'hui. On a vu comment utiliser des tests, des conditions pour tester des choses. On a vu un peu les différentes façons de faire, inférieur ou égal, supérieur, inférieur, égal, égal. Ok. On a vu aussi le note. Donc je crois que c'était... J'ai perdu l'endroit. Oui, donc je l'ai enlevé. On a vu qu'on pouvait tester la négativité. Donc ça c'est plutôt rare. Je vous en ai pas parlé, mais on peut également tester plusieurs conditions. Ça c'est important. Donc on va en faire une fictive ici, parce que j'ai oublié de vous en parler. On va par exemple tester quelque chose de stupide. Hein. Si la carte c'est d'une reine et on met AND, si le nombre de joueurs est inférieur à 2. Donc là ça devrait marcher. Ah. Est-ce que j'aurais confondu? Non, je pense pas. Comme je utilise d'autres langages également. Alors, que se passe-t-il? NB Players, quelle était l'erreur? Ah, peut-être qu'il n'a pas été calculé. Voilà, tout simplement parce que NB Players, ici, vous voyez, je le calcule au niveau Setup Player. Ok, j'en fais une variable globale, mais il n'est calculé qu'au moment où je clique sur ce bouton, sur le bouton qu'il y avait ici. On va relancer le script, c'est-à-dire ici, distribuer. Donc ça, c'est pas un super bon design. En fait, en général, le calcul du nombre de joueurs se fait à la mise en place. C'est-à-dire que ce bouton-là, on ne devrait pas pouvoir le piocher, le cliquer, tant que ce bouton n'a pas été cliqué. Okay, donc ça, c'est pas très compliqué. Hein, il suffit de mettre une fonction à la fin, là, qui va faire apparaître ce bouton-là. Okay, voilà. Donc là, je fais ça, et je pioche une reine. Donc voilà, tout va bien. Le nombre de joueurs est inférieur à 2. Donc on peut aussi tester où. Ok. Si la carte est une reine ou que le nombre de joueurs est égal à 2. Donc là en l'occurrence si je fais ça, ça va piocher la première carte du dessus du paquet parce que la condition est directement vérifiée. Celle-ci est directement vérifiée. Ok. L'une ou l'autre. Voilà, donc ça c'est très important. Et ou sont vraiment deux choses à connaître et à utiliser autant que vous voulez. Donc on a vu ça. On a vu aussi, on a commencé à regarder la fonction getObject pour récupérer l'inventaire d'un conteneur. Et voilà, donc là, dans une prochaine leçon, on va aller plus loin. On va vraiment s'attarder sur tous les propriétés, les attributs qu'ont les objets qui sont contenus dans des conteneurs. Et on va aussi s'intéresser aux zones de script. C'est-à-dire qu'on va apprendre à scripter avec ces zones-là pour détecter des objets à l'intérieur et faire des tests de conditions également. Et là, à partir de ce moment-là, vous aurez quand même un bagage pour faire à peu près tout ce que vous voulez et vous débrouiller tout seul. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.